Une créatrice de mode visionnaire, une usine reconvertie dans le jeu vidéo, un restaurant humaniste et un vélodrome qui fait tourner les têtes. Bienvenue à Roubaix pour ce nouveau numéro d'Itinéraire Bis. 27% de chômage, un habitant sur deux en dessous du seuil de pauvreté. Si l'ancienne capitale du textile est aujourd'hui la ville la plus pauvre de France, les Roubaisiens redoublent d'imagination pour faire que leur ville retrouve un peu de couleur. Pour commencer, rencontre avec notre grand témoin, c'est une femme roubaisienne d'adoption. Cette créatrice de mode n'a pas choisi le Nord par hasard, elle y puise son inspiration et imagine une ligne de vêtements respectueuse des hommes et de l'environnement. Chances to leave the basement life. I'm not the landlord's wife. Furnished room, celebrate the first flight window, bird's eye view. Qui a dit que le textile était définitivement mort à Roubaix? On a maintenant rendez-vous dans une boutique qui fait de la résistance et d'une bien jolie façon. Bonjour Ariel. Bonjour Julie, bienvenue. Merci beaucoup. On est dans votre boutique où vous commercialisez votre marque depuis 2 ans, l'Herbe Rouge. Qu'est-ce qu'on trouve ici dans vos rayons? On trouve des vêtements, de beaux vêtements dans des matières écologiques, fabriqués de manière responsable dans la pure tradition de l'art. On fait des vêtements faciles à porter, de qualité et qui sont utilisables pour tous les moments de la journée. Eh bien Ariel, je vais tout de suite essayer cette tunique pour voir si je me sens mieux. Vous avez un petit format. J'ai un petit format. Ce sera peut-être un petit peu, mais on va peut-être essayer. Oui, on va essayer, ça Alors, donne une idée déjà. Alors Ariel, on se sent en effet vraiment très à l'aise dans ces vêtements et une sensation de confort. Chez vous, tout part de la matière. Tout à fait. Nous sommes des chercheurs de matière. Des chercheurs de matière, rien que ça. Exactement. Alors, tout part du terroir, en fait, finalement, un petit peu comme le bon vin. Donc du coup, on a quoi comme matière là? Du coton bio? On a du coton bio, alors, donc il n'y a pas ni de pesticides, ni d'herbicides. Ensuite, bon, sur l'été, j'en ai pas là, mais on est très attaché au lin biologique. Je rappelle également que le nord de la France est une terre de culture de lin. Et donc, on est sur un prix moyenne gamme, avec de la qualité haut de gamme. Alors, le prix moyen d'une pièce est de 100 € chez nous, mais c'est une pièce quand même, vous avez pu le constater quand même, avec de la qualité, avec une histoire, avec de la création, des finitions. On est ici à Roubaix, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une pièce comme celle-ci. Il y a un choix à faire. Est-ce que je préfère un petit peu moins, mais mieux? Mais est-ce qu'en même temps, si je suis cadre moyen, est-ce que je suis obligée de m'habiller avec de la merde? Quand il y a des pièces qui sont pas chères, il y a toujours un problème derrière. C'est qu'à un moment ou à un autre, il y a la teinture qui est pas propre, qui va pas faire du bien à celui qui le porte. C'est que la fabrication n'a pas été responsable, c'est-à-dire qu'on a fait travailler n'importe comment, n'importe qui. Donc nous, on essaie juste de remettre du sens. Et à Roubaix, non, c'est possible. Bien sûr, on ne va pas habiller toute la terre entière. Alors Ariel, la ville et la région ont misé sur le développement culturel. Ici, le Louvre qui s'est installé à Lens, les terris qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le musée de la piscine, ici, à Roubaix. Et on le sait peu, l'Institut du monde arabe a ouvert une antenne à la fin de l'année 2012. Je crois que vous n'y êtes pas encore allé, je vous propose qu'on aille le découvrir ensemble. Allez, on est parti. Direction Lima, à Roubaix. Vous pensez vraiment, vous, que la 3e révolution textile, c'est pour demain? Ah oui, je suis une passionnée, bien sûr. La troisième révolution industrielle du textile, elle passera par le Nord. Elle passera par le Nord, parce que le Nord a besoin de trouver des solutions et le Nord a toujours rebondi dans les moments difficiles.
Ariel, on est là dans le quartier de l'Union, l'ancien quartier textile de Roubaix, qui est en train de sortir de terre, de se transformer. On est vraiment dans ce que vous appelez, vous, le petit Berlin. Tout à fait, on ressent vraiment des vibrations de Berlin après la chute du mur, quand tout Berlin-Est s'est mis en route pour se reconstruire. Et puis c'est bourré d'émotions pour les gens qui ont connu la désindustrialisation du textile, puisqu'on se trouve quand même sur la zone de l'Union, où il y avait jusqu'en 2003-2004 l'usine du peignage de la Tossay, Le peignage de la laine. Le peignage de la laine, tout à fait. C'est vraiment impressionnant, on voit le passé ici, qui est encore présent, ces restes d'usine un peu murés, les vitres un peu cassées. On sent vraiment qu'il y a eu une vie ouvrière ici. Hein. Oui, une vie ouvrière qui n'a pas toujours été facile, mais les gens à la Tossay étaient vraiment comme une famille. Il y a aussi toute la phase d'immigration après 1945 où des personnes en provenance d'Algérie ou du Maroc sont venues prêter main forte à ces usines. Et justement, c'est ici qu'a choisi de s'installer l'Institut du monde arabe, l'antenne. On va voir tout de suite, on y va ? Ça, j'aime beaucoup. C'est beau. Le problème, c'est qu'on a toujours envie de toucher. Il y a des petits restes d'écriture. Bah, on est dans le développement durable, c'est bien. Ariel, des expositions, des colloques, des cours de langue sur le modèle parisien. Ici, l'Institut du monde arabe se veut un pont entre les cultures françaises et arabes. Il y en a besoin dans cette ville où les vagues d'immigration du Maghreb se sont succédées. Oui, ça me semble une évidence, quoi. Donc, la population d'origine maghrébine fait partie de la ville de Roubaix. Mais par contre, je pense que l'Institut du monde arabe ne se doit pas simplement d'être une antenne de Paris et ne se doit pas simplement d'être un lieu culturel. Ça doit être un lieu de rencontre. Je sais qu'à Roubaix, par exemple, il y a encore des femmes qui font des superbes tapis berbères, quoi. Donc pourquoi ne pas, ça doit être aussi un lieu que les gens vont pouvoir se réapproprier, artistes, familles, enfants, toujours dans la transmission. Merci à vous. Dans ce quartier de l'Union, tout ou presque a été rasé, mais un homme résiste. Je ne pouvais pas passer ici sans m'arrêter chez Salah. Bonjour, monsieur Oujlan. Bonjour. Vous avez voulu rester ouvert ici? Tout le temps, Tout le temps. jusqu'à la fin de mes jours. Pas question de partir. Ah non, 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 non. Vous avez dit chez Salah, je ne vendrai pas. On vous a proposé de l'argent pour Mais partir. j'ai pas besoin de l'argent. L'argent, ça rentre et ça s'en va. L'argent, j'en ai toujours de l'argent. Ouais. Voilà. C'est bon J'en ai alors. assez. Il n'y a pas besoin de plus. Chez Salah, c'est ouvert depuis 1965. 65. Ça fait quelques années. Exact. À l'époque, il y avait encore des usines à côté. Qui est-ce qui venait chez vous? C'était quoi l'ambiance dans ce bar? Avant, c'est toutes les maisons ici. C'est tous les clients des usines. Les clients des usines? Oui. À l'époque où il y avait encore des usines qui tournaient? Oui. Ben, avant, il y a une usine, là, il y avait juste 80 000 personnes. Et maintenant, il n'y a plus rien. C'était quoi l'ambiance dans le bar? Il y a le jeu de boxe qui va, on peut danser, il y a l'autorisation de danser et tout. Il y avait beaucoup de vie dans ce lieu et dans le quartier à Oui. l'époque. Hein. Il y avait de l'ambiance, l'autorisation permanente jusqu'à 3 heures du matin. Pour se rappeler le bon vieux temps, vous avez encore la machine qui fait de la musique? Oui. Elle fonctionne encore? Oui. Ça tourne. Ah ouais, oh, génial. Vous dansez encore? Non, non. Non? Vous la faisiez pas danser, votre femme? Ah non. Non? Pas de danse. Si je danse avec ma famille, les autres familles vont demander aussi. C'était pour pas rendre les autres jalouses? Je suis seul ce soir avec ma peine
D'un côté, le temps presque arrêté, de l'autre, des drapeaux dans les rues comme autant de déclarations d'amour pour une ville qui cumule pourtant les handicaps. Roubaix, capitale du textile au début du XXe siècle, a vu ses usines fermer et la population partir. En un siècle, la ville a perdu près de 60 000 habitants. Récemment classée ville la plus pauvre de France, la petite voisine de Lille ne mérite pas pour autant le titre de ville la plus déprimée. Signe des temps qui changent, certaines start-up informatiques ont en quelques années crevé des plafonds. Suivez le guide. Waiting for the day when the sun wakes me up and shakes me and takes me. C'est l'histoire du petit poussé roubaisien qui aujourd'hui côtoie les géants du jeu vidéo. J'ai maintenant rendez-vous avec Olivier Comte, le directeur général d'Ankama, mais avant, je finis ma partie. Bienvenue, jeune âme. Retrouve les Dofus. Deviens un héros. Et entre dans la légende. Olivier, bonjour. Bonjour Julie. Ankama, c'est l'histoire de 3 amis roubaisiens qui décident de créer des jeux vidéo il y a 13 ans. C'est un peu une success story à l'américaine? Effectivement, il y a 13 ans, donc c'est 3 amis qui ont commencé à travailler pour une web agency. Il y en avait 2 qui étaient passionnés de jeux vidéo et qui ont commencé à bosser le soir, la nuit, sur des histoires. Il y en avait un qui est un grand rêveur et qui voulait raconter des histoires, un qui était plus dans le développement. Donc ils ont commencé à créer un jeu. Et un jeu online. Et comme parfois ça arrive, et on a une expression dans notre industrie qui me tient à cœur, on dit toujours on n'est pas à l'abri d'un succès. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, leur banquier les a appelés et dit voilà, je comprends pas, vous avez fait un virement dans la nuit, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et le jeu est parti, quoi. Et Ankama a décollé. Aujourd'hui, c'est 450 salariés, 3 millions de joueurs dans le monde. Et un titre phare, Dofus, c'est un jeu en ligne. Tout le monde peut jouer? Alors aujourd'hui, c'est quasiment même 500 employés. On a notre siège à Roubaix et c'est important pour nous parce qu'on n'oublie pas nos racines et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais on a aussi des studios d'animation qui sont à Paris, on a des studios au Japon, à Singapour, au Canada, à Sao Paulo. Donc aujourd'hui, c'est une belle entreprise, méconnue mais une belle entreprise. Vos concurrents sont japonais, anglais, américains. Comment un petit studio roubaisien fait pour tenir tête aux géants du secteur? On a un vivier de talents créatifs en termes d'animation, 3D, 2D, etc., d'infographistes. Je ne vais pas citer tous les métiers de notre industrie, mais on n'est pas mauvais. Les Français ne sont pas mauvais. Maintenant, pour être tout à fait honnête, c'est extrêmement dur aujourd'hui de faire des jeux vidéo en France. Pour dire les choses comme elles sont, la France a fait un choix. Et son choix, il n'est pas de pousser l'industrie du jeu vidéo et de l'entertainment. J'imagine que vous manquez de temps, mais à l'occasion, vous jouez aux jeux vidéo? J'ai beaucoup joué. Maintenant, avec l'âge, on a un peu moins le temps de jouer. Avec le boulot, j'ai les enfants, les machins et trucs. Et donc, non. Et oui, parce que je joue plus 4 heures par jour ou 3 heures par jour comme avant, mais je continue à jouer, quoi. Notre vrai boss, c'est nos communautés et nos joueurs. Donc, on écoute vraiment ce qu'ils disent. Et quand ils nous font des remarques, on vérifie si c'est vrai ou pas, quoi. Merci à vous. Des briques partout, et pourtant si une ville en France change de peau, c'est bien Roubaix. Ici, la rénovation urbaine a touché 60% des habitants et la moitié du territoire de la commune. En 7 ans, pas loin de 185 millions d'euros ont été investis pour détruire ou réhabiliter le patrimoine si typique du Nord, en plein centre-ville. Pour une fois, le bâtiment n'est pas en briques mais en bois et en paille. Mais leur projet est solide. Autour d'un restaurant, la coopérative Baraka offre un emploi durable à ceux qui n'en ont pas. Le poulet il est au chaud, la patate c'est au chaud, la purée. Bonjour. Julie. Enchantée Gisèle. Bonjour. Ça travaille. Hein. Bonjour Fatima. Enchantée David. Oh, c'est l'heure de la purée. À la main. Il y a quoi au menu ce midi? En entrée, il y a une soupe paille au lait de coco. En plat, un poulet au maroilles.
Et en plat végé, on fait un gratin de patates douces aux chèvres et éclats de noisettes. Original. Il n'y a qu'ici dans le Nord où on met du maroilles avec la viande. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors je viens des cuisines, ça s'active. Ça sent bon? Oui, ça sent très bon. Ça sent le maroilles. Produit local. Tous les jours, un nouveau menu à base de produits frais. La coopérative Baraka, c'est d'abord un restaurant. C'est un restaurant pour faire autre chose. Mais c'est vrai que ce qu'on voit en premier et ce qui doit marcher, ce qui doit être bon tous les jours et frais et avec les valeurs qu'on essaye de mettre dedans, c'est-à-dire au maximum bio, on est dans une logique de grimper, on est à 80%, on veut aller à 100%, c'est le restaurant. On avait envie de se dire, on va faire une entreprise dont le seul but sera de fabriquer du bien commun, de dégager de l'argent pour permettre d'autres choses. Employer des gens qui ont eu un parcours d'insertion, donc des difficultés pour arriver à l'emploi, mais les employer en contrat en CDI, de droit commun. Et puis, dans ce lieu-là, après, inventer tout ce qu'on a envie d'inventer en termes d'échange, de partage, de non-marchand. Voilà. Et donc, mais si le resto ne marche pas, si la location de salles aux entreprises pour faire des séminaires, des événements, etc. ne fonctionne pas, tout ça s'arrête. Puisque c'est dit, on conçoit un modèle qui nous permet de mettre le marchand au service du non-marchand. Ces emplois, c'est un petit geste dans une ville en grande difficulté. C'est sûr que ce n'est pas les 5 emplois qu'on a créés ici, enfin, à temps plein, qui vont changer la situation du chômage à Roubaix. Mais on arrive quand même à créer une dynamique et 100 sociétaires ont mis de l'argent dans cette aventure et ils n'ont pas mis un petit peu, ils ont mis 200 000 € pour que ça existe et on y arrive. Et ça, je pense que c'est un mot américain un petit peu compliqué, mais empowerment, comme on dit, la capacité c'est pas un concept très français, mais de la communauté à se prendre en main et à faire des choses. Aurore, c'est les derniers préparatifs là avant le service. Voilà, exactement. Là, on termine les cartes, on fait les quantités de stock et les torchons et ensuite la mise en place. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, vous, chez Baraka? Alors, ça fait à peu près 2 ans. Tu as le sentiment que c'est une chance pour toi d'avoir cet emploi? Moi qui viens de Paris, en fait, déjà Paris c'est un peu compliqué. À Roubaix c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu as trouvé ici qu'on ne trouve pas ailleurs? C'est un restaurant bio, on n'en trouve pas partout. Bon, c'est convivial aussi, comparé à d'autres restaurants, il y a beaucoup de clients qui reviennent très souvent, donc c'est familial. Mais ici, ce qui est bien, c'est qu'on fait un briefing toutes les semaines. Donc ce qui ne va pas, on le met sur le tapis le jour même et ensuite ça repart de plus belle, ça se passe très bien. C'est vrai que là, c'était une matinée aussi bien chargée en travail, qu'on soit nombreux, parce qu'il y a un niveau de stress quand même avant, tu vois. Moi, je passais mon temps à problème électrique, tu vois. Donc ça a ajouté... Faut s'arranger pour que le problème électrique arrive avant, tu vois. Pierre, bon service ce midi? Il y a eu un petit peu moins de monde que ce qu'on attendait. On a fait 80 couverts, mais on a fait 80 couverts en 1 heure à peu près. Pour un chiffre d'affaires? On a fait 1 400 € toute taxe. Donc c'est vraiment l'objectif, on est content. Qui est-ce qui vient chez Baraka? Des gens du quartier, des bobos, des hommes d'affaires? C'est quoi des bobos? À partir de quel montant on est bobo? Non, ça aussi je suis content parce que j'avais fait de business plan avant. Les écoles de journalisme ne forment pas à ça. Mais c'est ce qu'on avait imaginé, c'est le cœur de cible, c'est des salariés roubaisiens. Il y a 30 000 personnes qui viennent chaque jour travailler à Roubaix et qui n'y habitent pas. Eux, ils sont solvables. Eux, ils ont l'argent pour manger, ils ont des tickets resto, etc. Et donc, c'est essentiellement à midi, vraiment des salariés. Il y a une grosse zone franche ici, je crois que c'est la seule de France en centre-ville. Et certains soirs, vous proposez des activités à ceux qui le souhaitent? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, ce soir, il y a le Fab Lab. C'est comment dire, une activité de bricolage, de faire soi-même. Et ça, c'est Thierry qui est venu nous voir, qui a dit « j'aime bien la démarche de Baraka. Moi, je suis porteur de tel projet. Est-ce qu'on pourrait imaginer un truc ?» Le vendredi soir, c'est Fab Lab, un atelier de fabrication. Et bien sûr, on va aller faire un tour pour voir ce que ça donne. Merci beaucoup, Pierre.
Parce que ça, c'est comment la lumière, c'est comme si Voilà, c'est ça. deux. Tu veux essayer? On peut le- Ça, tu vas bien comprendre. C'est dans quel sens? Par là. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors ici, c'est une toute autre cuisine que vous proposez, des ateliers gratuits et ouverts à tous, où on va pouvoir fabriquer ses propres objets, c'est ça? Exactement. C'est ce qu'on appelle les petits ateliers Fab Lab, avec cet objet emblématique qui est l'imprimante 3D. Donc une imprimante 3D qui a été construite ici, à la Baraka, et qui permet de faire des activités autour de la créativité, de la création, la fabrication d'objets. On répare ces objets, on fait des petits gadgets, des figurines, on s'amuse avec la technologie. Et n'importe qui peut venir ici. Oui, c'est l'idée de cet atelier Fab Lab, c'est que ça s'adresse vraiment à tout le monde, aux jeunes, à vous. Des outils, des matières et une imprimante 3D. C'est la première fois que j'en vois une. Qu'est-ce qu'on va faire comme objet ce soir? On va faire un petit robot bleu. Et on va aller chercher un modèle dans une base de données sur un site. Voilà, un site auquel tout le monde a accès. Donc on est bien d'accord, au début il n'y a rien. Et après ça va bouger. Voilà. Et donc, on va faire une pause. Et on peut aussi réparer des objets. Exactement. Des objets du quotidien, ce qu'on appelle les petits bitoniaux, qui sont cassés, qui sont perdus. Généralement, c'est comme une télécommande de télévision, il y a toujours le boîtier pile qui s'en va en premier. Et ben, on peut recréer son boîtier pile, on peut recréer des petits supports pour des étagères qui sont cassés, on peut créer des talons. C'est un peu une autre façon de consommer. Oui, forcément une autre façon de consommer qui fait réfléchir justement sur ce qu'on fait, sur le geste d'achat et qui s'intéresse au développement durable, à comment on peut, dans nos comportements quotidiens, faire en sorte qu'il y ait moins de déchets, etc. Thierry, ça y est, c'est fini. C'est prêt, c'est cuit. Baraka le robot, c'est cuit, voilà, exactement. Eh bien écoute, avant de se quitter, on va faire une petite photo tous ensemble avec les participants de l'atelier. C'est la tradition dans l'émission. La photo souvenir, 1, 2, 3. Baraka. Baraka. 1, 2, 3. Baraka. Oh là là. Oh, bah allez, Baraka. Peut-être qu'un jour, Thierry et sa bande fabriqueront des pavés comme ceux qui jalonnent le parcours du Paris-Roubaix, cette classique cycliste longue de 300 km, réputée pour ses secteurs pavés, redoutables, dont la fameuse trouée d'Arambert qui décime le peloton chaque année, qu'il pleuve, qu'il vente, et ça fait 118 ans que ça dure. C'est ici, sur les pavés roubaisiens, que les galériens du Nord finissent leur route après 300 km. Et juste à côté de l'ancien vélodrome à ciel ouvert, il y a maintenant un tout nouveau vélodrome ultra moderne avec un toit. On accélère, on prend la vitesse. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors j'ai la chance d'être aux côtés d'un champion olympique de cyclisme sur piste, champion du monde et surtout le premier homme à avoir parcouru 1 km en moins d'1 minute sur une piste. C'est ça, le premier à être descendu sous la barre mythique de la minute. Ancien champion du monde et champion olympique parce que ça reste à vie. Quand même. Aujourd'hui, vous êtes le directeur de ce vélodrome. Roubaix et le vélo, c'est une longue histoire d'amour, une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour, c'est une longue histoire qui a commencé avec bien sûr le cyclisme sur route, les arrivées du Tour de France à la belle époque, le Paris-Roubaix qui fait aujourd'hui la notoriété du cyclisme sur Roubaix.
Et la page continue avec ce vélodrome couvert qui fait maintenant partie de la culture cycliste du Nord-Pas-de-Calais et qui incorpore encore plus Roubaix dans l'histoire du vélo au niveau mondial. Arnaud, ce vélodrome il a été inauguré à l'été 2012. C'est une piste aux normes internationales qui va très vite. L'objectif, c'était d'accueillir qui? Les pontes du milieu? Tous les types d'utilisateurs. Le haut niveau avec les plus grands champions, les équipes nationales, les équipes professionnelles, chose qu'on fait très régulièrement ici, mais aussi les utilisateurs loisirs, les amateurs du vélo, les cyclotouristes, ceux qui ont tout simplement envie de découvrir une belle discipline. Donc ce vélodrome est ouvert à tous et permet tous les types d'utilisation. Arnaud, pour aller sur la piste, il faut un vélo bien sûr, mais pas n'importe lequel, il est très particulier. C'est vrai que ce n'est pas le vélo qu'on achète au supermarché ou dans des magasins spécialisés. La plus grande particularité d'un vélo sur piste, c'est bien sûr, on n'a pas de frein, pas de dérailleur et ce qui fait le vélo de piste, c'est tout simplement ce pignon fixe, c'est-à-dire que quand on roule, on ne peut pas s'arrêter de pédaler. Le frein et l'accélérateur sont au niveau des cuisses. C'est les cuisses qui travaillent, voilà. C'est là que ça chauffe. Alors je crois que vous proposez des baptêmes, je vais aller tester pour voir les sensations, mais pas sur le vélo professionnel, j'imagine. On va d'abord commencer à un stade un peu plus accessible sur ce genre de vélo. Ok, eh ben... Dans quelques minutes, tu seras sur la selle. Pas du tout. Super détendu. C'est simple. Ah ouais, on se bloque complètement en dedans. Parfait, je vais m'occuper de vous. Ça a l'air rassurant comme ça. C'est parti. Allez, on continue d'accélérer, on va faire un tour complet. Non, c'est bon là. Mais si. Vous avez réussi à faire un virage, ça tient sans problème. Mais non, on va essayer. Au-dessus de la noire et on fait un tour complet au-dessus de la noire. Ça tient sans problème, regardez droit devant vous. On va réussir. Elle a du caractère, votre collègue, un peu. Récupérez un peu. On ralentit. Et on regarde si ça va tranquillement. Ouh. Ça a été? Bah, bien vu. Ouais. Facile. Bon, bonne sensation. Donc là, on va dire que tu étais à 35 km/h. Toi, tu montes à combien là, sur la piste? Ça m'est arrivé sur des efforts très rapides quand j'étais sportif de haut niveau de monter à environ 75 km/h. Ouais, d'accord. Il y a encore un petit peu de travail. Ouais, non, c'est bien, 30, c'est bien. C'est un bon début, c'est un bon début. Je vais m'installer sur la photo avec vous, mon diplôme, mon vélo. Je suis pas bien entourée là. D'habitude, c'est les hôtesses qui font la bise au vainqueur. Donc là, je pense que... Vas-y, Hassen. Maillot jaune. Avec mes 30 km/h. Vainqueur d'étape, maillot vert, la totale. Voilà, cette émission touche à sa fin. Roubaix, vous l'avez vu, n'est pas que cette ville défaite et déprimée. Les Roubaisiens, attachés à leur cité, redoublent d'imagination pour changer l'image qui leur colle à la peau. On ne pouvait pas terminer cette émission sans vous faire découvrir ou redécouvrir le musée de la piscine à Roubaix, une ancienne piscine publique art déco édifiée en 1932 et reconvertie en musée d'art et d'industrie en 2001. Une métamorphose réussie, c'est ce qu'on souhaite à cette ville. À bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue.